rapidement, les ennuis judiciaires ne veulent laisser aucun répit au président du PASTEF après les tumultueuses affaires de diffamation et de viol. Pour cette fois-ci, d'autres accusations sont portées à l'encontre d'Ousmane Sonko. Et qu'est-ce qu'il en est? Nous essaierons de joindre dans un court instant Abdoulaye Diédhiou, journaliste à Radio Futur Média. On a vu Caps, on a suivi cette information avec Ousmane Sonko qui était jusque-là chez lui et finalement il a été arrêté et la presse en parle, la presse aussi locale. Vous l'avez suivi, allez-y Alphonse Mara. Ousmane Sonko a été arrêté sur son propre compte, sur un de ses canaux. Il informait que vendredi, de retour de prière, il se faisait filmer par des agents des renseignements qui étaient postés aux alentours de chez lui. Il s'est donc approché pour intimer à la personne de... Oui, par des agents de renseignements postés aux alentours de chez lui. Il s'est donc approché de l'agent en question et lui a intimé de déverrouiller son téléphone pour retirer la vidéo que cet agent aurait fait. De là est venue une altercation et c'est à la suite de ça, vu qu'il n'y avait pas de précision autour de est-ce qu'il a retenu le téléphone, est-ce que le téléphone a été confisqué par ces agents ou pas, l'accusation de vol de téléphone à l'endroit de Ousmane Sonko. Ça a paru assez banal parce que c'est quand même très étonnant de pouvoir accuser Ousmane Sonko de vol de téléphone, vu que lui-même auparavant avait accusé la police sénégalaise d'avoir volé son téléphone, son ordinateur, son arme et c'est tout simplement un prétexte. D'autres documents. Donc aujourd'hui, la question qu'on amène à se poser, c'est quelle pourrait être la suite donnée à cette situation quand on sait que Ousmane Sonko, c'est quand même la reine de la termitière. C'est devenu aujourd'hui le facteur limitant de la stabilité au Sénégal. On sait le cas de viol, sa poursuite pour cas de viol, ce que ça avait conduit comme violence du côté du Sénégal. On se rend compte aussi que cette autre procédure pourrait ouvrir la voie à de nouvelles violences. Surtout que Ousmane Sonko lui-même a appelé à une mobilisation générale pour... on a vu le communiqué du PASTEF. Oui. Évidemment. Lui-même, sur ses propres canaux, avait déjà appelé à une mobilisation générale. Et son parti a suivi en publiant un communiqué pour appeler à la mobilisation des citoyens du Sénégal. Donc, pour le moment, on reste à l'observation pour savoir ce qui va suivre. Mais au Sénégal, le climat n'est pas reluisant. N'est pas bon. Oui, Babila également, vous avez suivi cette actualité. Oui, effectivement, c'est intervenu, tout est parti le vendredi, tout a démarré le vendredi plus tôt. Et comme il l'a dit lorsqu'il revenait de la prière, qu'il s'est vu il s'est vu filmé par une gendarme qui est du cercle, n'est-ce pas, de renseignement. Et donc, il a saisi le téléphone et demandé à ce que les images soient supprimées, ce qui n'a pas été le cas, qu'il aurait saisi le téléphone. Et après, puisque la première accusation qui est partie, c'était pour vol de téléphone. Donc, cette information s'est emparée de la cité et ça a été relayé dans les médias. Par la suite, il y a eu une communication officielle autour de cette nouvelle interpellation du leader du PASTEF. Donc, à la suite dans cette communication, il y a eu 6 chefs d'accusation qui ont été portés à son encontre. Premièrement, appel à l'insurrection. Deuxièmement, association de malfaiteurs. Troisièmement, atteinte à la sûreté de l'État. Quatrièmement, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Cinquièmement, le complot contre l'autorité de l'État. Et en dernier lieu, acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique. Et septièmement, plutôt, donc cet chef d'accusation, le fait de vol pour lequel il a été interpellé. Et donc, c'est ce dernier chef d'accusation qui vient se poster en dernier lieu de cette liste de charges désormais portées contre ce candidat à la présidentielle de février 2024 au Sénégal. Voilà, nous avons en ligne avec nous depuis le Sénégal Abdoulaye Diédhiou, le RFM. Abdoulaye Diédhiou, bonjour. Oui, bonjour Diva. Bonjour, merci de nous rejoindre dans cette émission. Alors, Ousmane Sonko, finalement arrêté, on a vu ces chefs d'accusation portés à son encontre. D'abord, du côté du Sénégal, c'est quoi le climat ce matin? Comment les gens réagissent à cette énième arrestation?
Et comment comprendre un peu qu'on savait déjà qu'il y avait eu un jugement où il avait été condamné à 2 ans de prison au paiement d'amende dans l'affaire Suite Beauté. Et cette fois-ci, on voit une autre arrestation avec d'autres chefs d'accusation. Comment comprendre tout cela? Alors déjà, pour ce qui est du climat à Dakar ce matin, c'est le même climat qu'on a observé depuis l'arrestation de Ousmane Sonko. C'est un climat relativement calme, même si la tension est encore là, elle est palpable. Mais sur le terrain, il y en a assisté hier et après, avant-hier, à quelques petites manifestations isolées qui ont rapidement été, c'est des pneus qui ont été brûlés par-ci, par-là. Mais rapidement, la police est intervenue, mais ça n'a pas eu d'entrave sur la circulation. Les gens circulent tranquillement et la vie continue. Moi, j'ai même fait un tour tout à l'heure dans plusieurs coins de Dakar pour voir un peu. J'ai parlé un peu avec d'autres personnes. Globalement, la situation elle est calme et les gens attendent. C'est vrai également que depuis ce matin, il y en a qui se plaignent un peu que l'Internet, il semblerait qu'il y a quelques restrictions. Apparemment, c'est le cas, puisque moi-même, j'ai eu du mal à me connecter. Mais je pense que cela est également entre dans le cadre d'une politique de l'État pour freiner un peu voilà, cet effet que les gens utilisent les réseaux sociaux pour essayer de mettre un peu le feu, on va dire ça comme ça, dans la ville. Globalement, donc, c'est très calme. Bien, pour ce qui est de la deuxième question, il est vrai que Ousmane Sonko était juste là sous le coup justement de la condamnation à 2 ans ferme dans l'affaire Suite Beauté. Et depuis lors, c'était voilà, c'était justement une position de non-arrêté ou même, comme eux-mêmes le disent, hein, qu'il était en résidence surveillée de façon irrégulière. Tout ça pour dire qu'à la suite de sa condamnation à 2 ans ferme dans l'affaire Suite Beauté, Ousmane Sonko avait 2 choix puisqu'il a été condamné par contumace et en qualité de contumax, il devait soit lui-même se constituer prisonnier et à partir de là, ses avocats ont la possibilité de faire un rabat du verdict. Et en ce moment, il est retenu en détention et une nouvelle composition sera faite. Et une fois que la composition est faite et que le dossier est enrôlé devant la juridiction de jugement, il sera jugé en ce moment. Deuxième hypothèse, c'est que si lui ne se constitue pas prisonnier, que le procureur demande son arrestation. Et là également, il aura un délai évidemment de quelques jours pour voir s'il accepte la peine qui a été prononcée contre lui ou sinon, ses avocats procéderont également à un rabat du verdict qui a été prononcé. Et si c'est le cas, il reste également en prison le temps que la procédure suit son cours et que le dossier soit enrôlé devant la même composition. Et en ce moment, il est jugé, condamné. S'il n'est pas d'accord, il peut interjeter appel. Alors, ces 2 cas de figure n'ont pas eu lieu. Je veux dire, Ousmane Sonko ne s'est pas constitué prisonnier. Il n'a pas été arrêté non plus. Et c'est dans ce contexte-là qu'on s'est réveillé vendredi dernier. Et comme lui-même l'a posté sur sa page dans les réseaux sociaux, il s'est réveillé. Il dit qu'au retour de la mosquée, il a été filmé. Et je précise bien, il dit qu'il a été filmé par un agent du renseignement. C'est-à-dire qu'au moment où il s'est rendu compte qu'il était filmé, lui-même savait que celui qui le filmait, c'était un agent du renseignement. Alors, il faut là noter que qui qu'on puisse être, on ne doit pas être filmé à son insu, ça c'est vrai, même si l'auteur du film est un agent du renseignement. Mais Ousmane Sonko, de notre côté, sachant qu'il était filmé à son insu, il a le droit à son image, il n'avait pas, lui, le droit également de se faire justice. Malheureusement, dans ses écrits lui-même, il l'écrit en disant qu'il a arraché le téléphone et il est parti avec chez lui. Donc, c'est ce qui motive justement le fait que le procureur ait visé le délit de vol de téléphone de portable. L'un dans l'autre, ce qui s'en est suivi, c'est que juste après, on a vu Ousmane Sonko faire un post où il a également appelé à la population de se dresser et de faire face. Et cela a amené le procureur justement à greffer cette autre infraction d'appel à insurrection dans tout ce qui a été retenu comme chef d'accusation qui a été retenu contre lui.
Alors, automatiquement, lorsque cet incident s'est produit, l'agent, la femme, la gendarme qui est agent de renseignement a avisé le commandement et voilà, on est censé savoir que le téléphone d'un agent de renseignement, on ne peut pas admettre que ce téléphone se retrouve entre les mains d'une tierce personne. Ce n'est pas possible parce qu'il y a une mine d'informations dans ces appareils-là. Automatiquement, le commandement a saisi le procureur et des diligences ont été faites là-dessus. Et c'est ce qui a conduit justement à l'arrestation de Ousmane Sonko. Maintenant, dès qu'il y a eu cette arrestation-là, les avocats de Ousmane Sonko ont fait un communiqué pour dire que dès lors que Ousmane Sonko est mis aux arrêts, automatiquement, cela anéantit le verdict qui a été fait, si je veux parler de l'affaire Sweet Beauté. Or, en réalité, ce n'est pas le cas parce que c'est deux affaires distinctes. Ousmane Sonko, condamné dans l'affaire Sweet Beauté en qualité de contumax, pour que ce verdict-là soit anéanti, il fallait que lui se constitue prisonnier ou à défaut qu'il soit arrêté. Maintenant, s'il est arrêté dans une autre affaire distincte comme celle qui a motivé son dernière arrestation, les deux affaires n'ont rien à voir. Ousmane Sonko, arrêté pour cette énième affaire-là, ne peut pas se prévaloir de cette arrestation-là pour dire oui, maintenant que je suis en détention, voilà, je vais demander à ce qu'il y ait le rabat du verdict dans l'affaire Sweet Beauté. Ce n'est pas possible, c'est deux affaires distinctes. Et c'est pourquoi, maintenant qu'il est en arrestation, il ne peut pas se prévaloir de ça. Alors, aujourd'hui, il est dit que c'est aujourd'hui justement qu'il devait déférer devant le procureur de la République. Et d'après les informations que nous avons eues, le dossier est déjà bouclé. Il devrait en principe être inculpé et placé sous mandat de dépôt. Surtout qu'il y a dans cette affaire le crime d'appel à l'insurrection qui a été visé par le procureur. Et un tel crime, le procureur lui-même a les mains liées. Lorsqu'on retient ce crime d'appel à l'insurrection, le dossier doit normalement faire l'objet d'une ouverture d'information judiciaire. Et le monsieur doit en principe être également inculpé et passer son mandat. Oui, allez-y, Emmanuel. Alors, on sait que dans l'affaire du viol de Sweet Beauté, c'est que il y avait la candidature de Macky qui donnait un regain de mobilisation aux militants de Sonko. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ça s'est dissipé. Est-ce qu'ils sont autant motivés à défendre Ousmane Sonko? Est-ce que dans l'opinion publique, vous sentez que les uns et les autres sont en train de se motiver pour être au front, pour accompagner Ousmane Sonko dans cette haute procédure judiciaire, comme ils l'ont fait dans les précédentes? Qui a même déclenché une grève de la faim. Il a même appelé à d'autres prisonniers de faire au même, de faire de même pour l'accompagner. Oui, alors il faut déjà voir que ce qu'il faut retenir, c'est que la lutte du PASTEF, de la coalition Yewwi Askan Wi qui est autour de Ousmane Sonko, la force principale en termes de mobilisation de cette coalition politique-là, elle s'est surtout fait ressentir sur les réseaux sociaux. C'est vraiment son fort aujourd'hui, si on prend l'exemple des événements du mois de mars et les événements du mois de juin. Tous ces deux événements ont connu une ampleur qui a même surpris, si je reprends même les mots du chef de l'État ou même de certaines autorités des forces de l'ordre, tous ont été surpris par l'ampleur qu'avaient pris ces manifestations. C'est en grande partie lié au fait que les partisans d'Ousmane Sonko sont très présents au niveau des réseaux sociaux et lors de ces manifestations-là, il y a eu ces effets que les gens faisaient, c'est-à-dire tout de suite il y a au niveau d'un rond-point un pneu qui est brûlé, les gens ils viennent, les jeunes de Sonko, ils viennent en moto par exemple, ils brûlent devant un rond-point et automatiquement ils filment en disant vous voyez ici ça brûle, ça chauffe, etc. Et automatiquement ils s'en vont, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne, il y a juste des pneus qui brûlent, ils vont d'un autre côté, ils font la même chose et les citoyens qui sont chez eux et qui utilisent les réseaux sociaux, et ils ont l'impression que c'est toute la ville qui est en train de brûler parce qu'en direct, ils voient justement à tel endroit bien connu, il y a des pneus qui sont là, de l'autre côté, il y a un véhicule qui a été brûlé, mais les auteurs de ces actes-là sont déjà partis il y a très longtemps. Alors, ça fait justement cette effet et les curieux sortent et automatiquement, il y a des gens de façon spontanée qui
qui se retrouvent autour de ces foyers d'incendie-là. Et après, il y a un effet de propagation des foules, la police qui intervient pour éteindre le feu, et automatiquement, il y a des accrochages avec la population. Et ça crée un embrasement. Et c'est une stratégie qui a vraiment donné ses fruits aussi bien au mois de mars qu'au mois de juin, au point qu'on en est arrivé à une émeute où on est passé à très peu d'une guerre civile à la limite. Mais le problème, c'est que depuis les événements de juin et que l'État a pris la décision de faire des restrictions sur le net, on a vu que ça a commencé à diminuer en intensité. À rajouter à cela maintenant, il y a l'autre fait qui est important, c'est que la plupart de ces jeunes qui étaient autour de l'organisation de ces manifestations-là ont été identifiés par les services de renseignement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre eux, que ce soit les jeunes qui opéraient sur le terrain, que ceux-là qui ont organisé en général les manifestations en regroupant les jeunes ou même en essayant de donner des stratégies, la plupart de ces personnes-là sont aujourd'hui derrière les verrous. Alors tout cela a contribué aujourd'hui à amoindrir un peu la force de frappe sur le terrain, en tout cas des partisans d'Ousmane Sonko. C'est peut-être ce qui explique que depuis l'arrestation d'Ousmane Sonko, depuis vendredi quand même, que Dakar, on craignait que Dakar soit transformé en guerre, etc., qu'aujourd'hui, rien de tout cela ne s'est passé. Il était inimaginable à Dakar, Djiba, vous êtes venu à Dakar, vous avez vu un peu, c'était pas imaginable au mois de juin, au sortir des événements de juin, qu'on se dise qu'à Dakar, qu'on va arrêter un jour Ousmane Sonko en pleine journée et qu'on reste 2, 3, 4 jours et qu'il n'y ait pas non, c'était pas pensable. Et pourtant, la réalité sur le terrain est que depuis vendredi, on assiste à un calme plat. Les gens, certains qui évitaient même de sortir avec les véhicules, ont repris les véhicules et les gens vont tranquillement à leurs besoins. Je pense que tout ceci a concouru quand même à amoindrir la force de frappe sur le terrain des partisans de Ousmane Sonko. Justement, Abdoulaye Yeyou, l'autre question, c'est vrai que on a vu ce communiqué du PASTEF, le parti de Ousmane Sonko, qui disait que le procureur de Macky Sall, comme il l'appelle d'ailleurs, savait pertinemment que l'arrestation du président Ousmane Sonko anéantirait la décision dans l'affaire Sweet Beauté et casse la contumace. Mais vous dites que c'est deux affaires distinctes et donc que la contumace se poursuivait, continuait, ça ne tombe pas. Et l'autre question, c'est par rapport à son avocat, hein, M. Juan Branco, qui avait porté plainte pour crime contre l'humanité déposé devant la Cour pénale internationale. Et ce matin, nous apprenons que Juan Branco est, lui, du côté de la France, il y a une plainte contre lui. Et justement, il est visé dans une affaire et qu'on demanderait même au procureur à Dakar d'intenter une action publique contre lui. Qu'en est-il de sa situation ? Alors, Juan Branco, c'est vraiment la grande équation depuis hier à Dakar. Il faut déjà relever que Branco avait déjà tenté une première fois d'arriver à Dakar pour défendre Ousmane Sonko. Il avait été refoulé parce que la veille de son arrivée sur Dakar, il avait fait un poste incendié où il a traité l'État sénégalais, les autorités, tout le président sénégalais de tyran. Il n'y était pas allé vraiment de même mort. Et logiquement, lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, les autorités sénégalaises ont jugé qu'on ne pouvait pas admettre dans le pays quelqu'un qui tenait de tels propos et qui écorchait aussi gravement l'image du pays. Alors, à part la suite, on s'est réveillé hier et la coalition de Yewwi Askan Wi de Ousmane Sonko avait prévu d'organiser un point de presse dans l'après-midi. Jusqu'au moment où le point de presse devait se tenir, il n'y avait rien qui a filtré sur la présence de Juan Branco à ce point de presse-là. Nous avons tous été surpris, même nous de la presse, de voir Juan Branco apparaître comme ça, comme un coup de baguette magique, aux côtés de ses confrères sénégalais. Alors, il n'y avait pas que la presse sénégalaise, apparemment, qui a été surpris, hein. C'est tout le système de policiers, de renseignement qui a été pris de court. Et après recoupement, nous avons appris que Juan Branco, cette fois-ci, a changé de méthode. Il est passé par la Gambie où il est arrivé la veille, le samedi vers 2 heures du matin. Il avait déjà fait une réservation dans un hôtel à Banjul, mais il n'a pas passé la nuit là-bas. Et il a été automatiquement pris en charge par un groupe de personnes
des Sénégalais et des Gambiens, d'après nos informations, lesquels l'ont nuitamment achevé vers la frontière sénégalaise. Alors là, ils n'ont pas jugé nécessaire de passer par les points de passage officiels parce que il y avait déjà, au-delà de ce mandat d'arrêt qui n'a pas été émis, mais le procureur avait requis le mandat d'arrêt contre Juan Branco, mais le mandat n'avait pas été émis. Mais n'empêche qu'il y avait des instructions qui avaient été données au niveau des points de passage officiels, je veux dire à l'aéroport, les frontières terrestres et marines. Branco devait être interpellé si jamais il se présentait à ces points-là et renvoyé à son point de départ. Donc, lui, peut-être qu'il a eu cette information-là. Il ne s'est pas présenté au niveau des points de passage officiels à la frontière terrestre. Il a été guidé par l'équipe qui était avec lui et ils sont passés, vous connaissez un peu les frontières, la porosité des frontières. Et ces gens-là maîtrisent parfaitement la frontière sénégalo-gambienne. Ils sont passés par des coins, des pistes, etc. Et ils ont débarqué à Dakar à l'insu de tous. Et lorsqu'il est arrivé, il a fait son point de presse rapidement dans un hôtel dakarois, c'était à l'hôtel Relais. Et juste après, il a embarqué dans son véhicule et il est parti. Alors, pourquoi maintenant Juan Branco n'a pas été arrêté lorsqu'il a fait son apparition publique dans cet hôtel-là? Ça, c'est la grande question qu'on se pose encore jusqu'à présent. D'accord. Alors, l'autre question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on sait que le président Macky Sall avait décidé de ne plus se représenter à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que les procédures judiciaires qu'on est en train d'intenter contre Sonko ne répondent pas à une envie revancharde, c'est-à-dire Sonko ne m'a pas permis de me présenter aux futures élections, lui non plus n'aura pas l'opportunité de se présenter. Et est-ce que pour l'instant, il n'y a pas de communication officielle, on ne sait pas qui est le dauphin depuis son discours, mais son discours peut-être a un mérite, aujourd'hui, c'est l'espace politique, le microcosme politique qui connaît un changement. D'aucuns disent que la conclusion du dernier dialogue national, peut-être on chercherait à charcuter certaines dispositions du code électoral pour ouvrir un boulevard à Khalifa Sall, c'est-à-dire c'est tout sauf Sonko au pouvoir en 2024. Est-ce qu'on peut accorder du crédit à une telle thèse? Et pour finir, c'est la suppression de la CRE qu'on jugerait inefficace. Et comment tout cela est interprété du côté du Sénégal? Alors, évidemment, l'interprétation elle est diverse. La façon de voir les choses, l'appréciation du côté du camp d'Ousmane Sonko est forcément différente de celle du camp du pouvoir et c'est aussi différent du côté du camp de Khalifa Sall et du PDS de Karim Wade. Alors, ce qu'il faut retenir globalement sur ce point-là, c'est que le dialogue politique est intervenu à un moment où, comme vous le savez, le climat politique était très tendu et tous les acteurs ont demandé à ce qu'il y ait des concertations, que les acteurs politiques s'asseyent, qu'ils discutent autour de la table pour trouver des solutions. Et c'est dans ce contexte-là que le dialogue est intervenu. Et je précise que des invitations ont été envoyées à toutes les composantes politiques du pays, la coalition Yewwi Askan Wi y compris. Et à ce niveau d'ailleurs, les invitations qui ont été envoyées à Yewwi Askan Wi n'ont pas été envoyées globalement à Yewwi Askan Wi, mais les invitations ont été envoyées à tous les partis politiques membres de la coalition Yewwi Askan Wi. C'était peut-être pour le camp du pouvoir une façon d'impliquer tout le monde. Alors, ce qui s'en est suivi, c'est que certains partis ont répondu. Je veux parler du PDS de Karim Wade, de Khalifa Sall qui est venu, mais du côté de la coalition Yewwi Askan Wi, il y a eu certains comme Khalifa Sall qui était de la coalition Yewwi Askan Wi qui est venu répondre au dialogue, mais un mot d'ordre avait été déjà donné par Ousmane Sonko invitant aux candidats qui sont membres de la coalition de ne pas prendre part à ce dialogue. Alors, le dialogue a été tenu et l'esprit de ce dialogue, justement, c'était de voir comment solutionner certains points qui étaient là et qui étaient à même de réchauffer davantage le climat politique, notamment la non-participation de Khalifa Sall et de Karim Wade
Wade, qui était sous le coup de condamnation. Alors, l'intérêt justement de ce dialogue-là, c'était d'essayer de voir comment contourner ou lever ces barrières qui étaient là et qui concernaient les articles L29, L30 du Code électoral, qui condamnaient à Khalifa et à Karim Wade, qui ne pouvaient plus être candidats à la suite de ces condamnations. Le dialogue a été fait et justement, il y a eu des compromis politiques qui ont été retenus et la candidature de Karim Wade et de Khalifa Sall a été en principe la procédure est en cours et normalement, il devrait participer. Malheureusement, Ousmane Sonko, qui à l'époque, il n'y avait pas encore le verdict de l'affaire qui l'oppose au ministre Nambaïna, dans lequel il a été condamné à 6 mois ferme. C'était pas encore tombé. Malheureusement, c'est tombé après. Et le problème, c'est que ensuite, lui, Ousmane Sonko, il a attaqué ce verdict-là de 6 mois avec sursis à la Cour de cassation. La Cour de cassation n'a pas encore donné son verdict, mais la Cour de cassation, la particularité, c'est qu'elle ne statue pas sur le fond, sur les faits. Elle n'est pas habilitée à dire si oui ou non il y a eu diffamation ou non. Là, la Cour de cassation statue sur la régularité de la procédure. Et on présume que cette procédure, depuis l'enquête préliminaire jusqu'au jugement, le jugement en première instance et en appel, avant que ça n'arrive devant nous, nous pensons, on peut préjuger que la procédure est quand même régulière. Surtout que du côté de Ousmane Sonko. D'accord. Voilà, et Abdoulaye Diédhiou, on aurait voulu continuer avec vous pour suivre cette interview, mais nous sommes pris par le temps. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous.